Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire du petit Grégory. C'est l'une des affaires criminelles les plus fascinantes de notre histoire et l'une des plus mystérieuses aussi. Celle d'un enfant de 4 ans, le petit Grégory Villemain, retrouvé mort, pieds et poings liés dans les eaux glaciales de la Vologne. C'était en octobre 1984. Depuis, malgré les nombreux rebondissements et les coups de théâtre, le mystère demeure. Mais l'ombre d'un complot familial continue de planer sur ce dossier. Entre mensonges et trahison, quels sont les secrets de l'affaire du petit Grégory ? Réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Grégory Villemain, 4 ans. Ce visage est dans toutes les mémoires. Le visage d'un enfant assassiné dans les Vosges et dont le meurtrier n'a jamais été identifié. Sa mort est à l'origine de la plus célèbre et la plus médiatique affaire criminelle française. Une affaire que l'on pensait insoluble jusqu'en 2017. C'est donc un rebondissement de taille dans la plus mystérieuse des affaires judiciaires françaises qui a eu lieu aujourd'hui. Le grand-oncle et la grand-tante de Grégory Villemain, assassinés il y a 32 ans, ont été mis en examen cet après-midi. Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et tante du petit Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. C'est l'ultime rebondissement d'une histoire qui tient la France en haleine depuis plus de 30 ans. L'histoire commence le 16 octobre 1984, dans la vallée de la Vologne, une rivière qui traverse les Vosges. Depuis 17 heures, la gendarmerie est à la recherche d'un enfant porté disparu, Grégory Villemain. Il est 21h quand les pompiers font une tragique découverte dans la rivière. Le corps sans vie de l'enfant est repéré flottant entre deux eaux. C'est le début d'une des affaires judiciaires les plus bouleversantes que la France ait connues. Grégory, qui a son bonnet rabattu sur le visage. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des faits divers. Qui a un lien autour du cou pas très serré, les pieds et les poignets attachés, et qui est mort. Étienne Sesma, alors capitaine de gendarmerie, est l'un des premiers à se pencher sur le corps de l'enfant. Moi, j'ai vraiment l'impression là d'un enfant qui est sacrifié, comme un enfant qui est porté sur un autel. Et ce sentiment est en contraste avec l'image de son visage qui apparaît quand on soulève le bonnet, où on a l'impression qu'il dort, il n'y a pas de traces de souffrance. C'est vraiment une image qui est très très poignante. Christine et Jean-Marie Villemain, les parents de l'enfant, sont immédiatement informés de la terrible nouvelle. Christine était effondrée. Étienne Sesma, ancien chef d'enquête de l'affaire Grégory. Elle était entre les mains d'un médecin. Jean-Marie était révolté. Enfin, il était plus lui-même. C'était quelque chose qui était terrible. Comment expliquer l'assassinat de l'enfant de ce couple à la vie si paisible ? Christine, 24 ans, et Jean-Marie, 26 ans, vivent à l'Épanche-sur-Vologne, 1000 habitants, à 20 km d'Épinal. Ici, ils ont fait construire cette confortable maison sur les hauteurs du village. Christine, c'est une jolie fille, excellente couturière, qui élève bien son petit garçon, qui est quand même un enfant choyé. C'est le premier, il fait des blagues à sa mère sans arrêt. Et elle, il forme un espèce de couple modèle avec Jean-Marie Villemain. Jean-Marie Villemain avait une belle réussite, puisque professionnellement, depuis 1980, il était contremaître. Marie-Christine Chastan-Morand, avocate du couple Villemain.
qu'il avait emménagé dès 1981, il avait quitté les HLM de l'Épange pour s'installer dans cette maison coquette qu'il avait fait construire. Donc il avait cette réussite familiale et professionnelle. Ce 16 octobre 1984 est un jour comme les autres dans la vie des Villemain. Après le travail, Christine Villemain passe prendre son fils chez sa nourrice. Elle rentre chez elle et autorise Grégory à jouer dans le jardin. Alors pour la première fois depuis une semaine, Grégory a le droit de sortir jouer dehors parce qu'il avait un rhume. Là ça va mieux, elle lui met un bonnet, un anorak. Et comme d'habitude, Grégory se met sur le tas de sable devant la maison et il joue avec ses petites voitures qui font le tour du tas de sable pendant que Christine repasse son linge à l'arrière de la maison. Vers 17h15, 17h20. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Elle tend le nez à l'extérieur pour voir ce que fait son fils et elle ne le voit pas. Et ça, c'est affreux, parce que Grégory n'est plus là. Grégory a été enlevé, puis assassiné. Le lendemain du crime, la presse publie le terrible cliché du corps sans vie de l'enfant. Cette photo bouleverse toute la France. Cette photo, elle est monstrueuse et elle va provoquer ce qui va être le début de l'affaire Grégory, c'est-à-dire l'arrivée en masse de journalistes dans la Vologne parce qu'il y a tous les ingrédients d'un futur fait divers extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, je veux dire en dehors de l'ordinaire. Mercredi 17 octobre 1984, Jean-Marie Villemain fait pour la première fois face à la presse. Un reporter d'RTL recueille son témoignage. Le père éploré lâche cette phrase énigmatique. Il connaît l'assassin. Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Qu'est-ce qui vous en veut à ce point? Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée? J'en ai une, mais je la garde. Est-ce que vous pensez que l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Je le connais, oui. Ce que Jean-Marie ne dit pas, c'est que les Villemain, ce couple qui mène en apparence une existence si tranquille, est en proie depuis des années au harcèlement d'un corbeau. Un personnage anonyme qui connaît tous leurs secrets de famille. Un proche, forcément. Et surtout, un corbeau qui est mêlé à l'assassinat du petit Grégory, puisqu'il a revendiqué ce crime le matin même dans une lettre envoyée aux parents Villemain. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Tout est dit dans cette lettre-là. Cette lettre, elle arrive le 17 octobre 1984 chez les parents de Grégory. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été postée la veille à l'Épange sur Vologne. À 17h15, c'est la levée. Donc elle a été postée juste avant la levée. Donc cette personne savait ce qui allait se passer. Donc l'auteur de la lettre anonyme de revendication est forcément quelqu'un qui a connaissance de l'affaire, qui est peut-être celui qui a enlevé Grégory ou complice de celui qui a enlevé Grégory. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait. C'est-à-dire qui a revendiqué son crime avant de le commettre. La question fondamentale qu'on se pose, c'est qui peut en vouloir à ce point à Jean-Marie et Christine Villemain? Pour le capitaine Sesma, identifier le corbeau, c'est identifier l'assassin. Il va alors s'intéresser à la famille et à ses secrets. Depuis l'été 1981, les Villemain sont la proie d'appels anonymes. Au bout du fil, une voix modifiée. Il peut appeler jusqu'à 25 fois par jour. Ce corbeau reproche à Jean-Marie d'être le préféré de son père, Albert, au détriment de ses frères. Le corbeau a une connaissance extrêmement affinée de l'histoire familiale et de l'histoire familiale ancienne. Le corbeau prend la défense du frère aîné de Jean-Marie, Jackie, celui qui ne serait jamais invité au repas du dimanche. Il le nomme le bâtard.
ce corbeau parle souvent du bâtard qui ne peut pas salir les assiettes, ce qu'on retrouve dans un appel. Et le corbeau prend la défense de celui qui n'est pas invité. Les Villemain portent plainte pour harcèlement. Sur les conseils des gendarmes, ils s'équipent de magnétophones afin d'enregistrer le corbeau dans l'espoir de l'identifier. Voici sa voix en pleine conversation avec Jean-Marie Villemain. Si tu me disais un coup qui c'était, je pourrais applaudir des noms, mais des conneries pareilles. Pourtant, il y ressemble. Si le grand c'est un bâtard, il n'y a pas de raison que le grand prenne toujours. On le met toujours de côté. Cette voix est déguisée. Donc chacun essaye de trouver, mais ça les rend fous, d'autant que ça continue, c'est invivable. Lorsque Jean-Marie a eu des appels, il essayait de parler pour essayer de savoir, poser des questions. Il disait même, je vais donner 4 noms, dis-moi si tu es un des 4. Et il propose d'abord René Jacquel, qui est un type de la famille. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des faits divers. Il en propose 2 autres et il propose Marcel Jacob. Et le corbeau répond, oui, c'est un des 4, mais je te dirai jamais qui je suis. La liste des suspects se resserre. Mais comment identifier l'auteur des lettres anonymes? Tout se précipite en décembre 1982. Le corbeau commet une erreur. Il fait envoyer au domicile d'Albert Villemain, à Aumonzé, un corbillard. Une mauvaise blague qui permet de le localiser sur les hauteurs du village. C'est un jour où le corbeau a appelé 26 fois. Et il promet à Albert Villemain une surprise. Tu vas la voir, la surprise. Et là, arrive un corbillard. Et juste après, le corbeau rappelle Albert Villemain pour la 27e fois. Et il lui dit « Ah, ça y est, tu l'as, ta surprise ». Ce qui fait dire aux enquêteurs que le corbeau a vu sur la maison des Villemain, puisqu'il voit le corbillard arriver et sa surprise là, de très mauvais goût se réaliser sous ses yeux. Il y a énormément de personnes de la famille qui habitent sur Aumonzé. Marie-Christine Chastan-Morand, avocate du couple Villemain. Il y a Albert et Monique Villemain, les parents de Jean-Marie Villemain, Michel et Ginette Villemain, donc le frère de Jean-Marie, également les Laroche, qui habitent beaucoup plus haut. Il y a Marcel Jacob et sa femme Jacqueline Jacob. Et puis, il y en a d'autres. Il y a d'autres membres de la famille. Progressivement, le corbeau va délaisser Albert Villemain. À partir de l'année 1983, sa nouvelle cible est Jean-Marie, le père du petit Grégory. Il lui reproche sa réussite sociale, d'être un traître à sa classe. Il le nomme dédaigneusement le chef. Jean-Marie est devenu, en fait, à l'âge de 23 ans, contremaître. Et ça déplaît profondément dans la famille. Jean-Marie Villemain, le chef. Étienne Sesma, ancien chef d'enquête de l'affaire Grégory. Le contremaître qui a réussi, c'est vraiment un sentiment de jalousie à son égard. Le couple Villemain, ils sont surnommés les Giscards. Parce que, bon, Jean-Marie à l'époque, et il le reconnaît aujourd'hui, hein, il avait tendance à arborer comme ça, à étaler ses richesses, et il était un peu arrogant. Arrogant comme cette fois où, quelques jours avant le meurtre de son fils, Jean-Marie reçoit un de ses frères et se comporte en parvenu. Il vient de s'acheter un canapé en cuir et un salon en cuir qui a coûté 20 000 francs. Mais ce canapé va faire jaser. On va dire c'est ridicule, un salon en cuir, mais dans ce milieu-là, c'est pas banal. Hein, Jean-Marie, à cette époque-là, il parle d'agrandir sa maison, il a acheté une 2e voiture. Ce n'est pas ton argent qui te rendra ton fils, écrit le corbeau dans son ultime lettre de revendication du crime. Tuer le fils pour se venger de la réussite du père.
La petite église du village accueille rarement autant de monde. Aujourd'hui, plus de 600 personnes se sont pressées là pour accompagner le corps de l'enfant assassiné, pour soutenir Jean-Marie et Christine Villemin, ses parents, ou pour voir, plus simplement. L'enterrement du petit Grégory a lieu le 20 octobre 1984 à l'Épange, 4 jours après l'assassinat. Christine et Jean-Marie Villemin sont effondrés. Au-delà de leur immense douleur, ils doivent supporter ce jour-là la présence de dizaines de caméras. Ils doivent aussi surmonter le doute. Toute la famille est venue. Comment être certain que le meurtrier ne soit pas là, lui aussi? La famille, c'est près d'une centaine de personnes et des clans qui s'affrontent. Il y a les Villemin, avec Albert à sa tête. Il y a aussi les Jacob, la famille de la femme d'Albert. On est quand même plus de 80 déjà dans le coin, dans le secteur. Jean-Marie Villemin, père du petit Grégory. Donc il y a des histoires, comme dans toutes les familles. C'était quoi ces histoires? Bon, des bagatelles, n'importe quoi. Vous pensez que la jalousie peut pousser à tuer un enfant quand même? C'est quelque chose d'énorme, tuer un enfant. C'est sûr que c'est quelque chose d'énorme. Mais ça, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça le problème. Le capitaine Sesma décide donc de diriger les investigations vers la famille et les proches de Jean-Marie et Christine Villemin qui habitent au Monzé. À ce moment-là, le seul élément tangible dont il dispose, c'est la lettre de revendication du crime. Il organise un test graphologique, une décision qui va faire basculer une première fois le dossier. On se dit quelque part que même si il faudra passer tout le village d'Aumonzé à la dictée, eh bien, on arrivera à trouver l'auteur de cette lettre, et donc le corbeau. Les tests s'étalent sur plusieurs jours. Plus de 140 personnes passent à la dictée. Et la méthode est payante. 2 semaines après la mort de Grégory, l'expert graphologue désigne un suspect. Un expert vous a appelé pour nous dire attendez, vous avez entendu une personne qui, pour moi, sur le plan de la graphologie, m'intéresse beaucoup. Il s'agit de Bernard Laroche. Bernard Laroche est le cousin de Jean-Marie Villemin. Il a 29 ans et travaille dans une usine de filature. Il est marié à Marie-Ange Boll. Le couple a un enfant de 4 ans, Sébastien. Bernard Laroche, en 1984, était quelqu'un qui avait réussi. Gérard Velzer, avocat de Bernard Laroche. C'était un contremaître, propriétaire de 2 maisons, heureux en ménage et qui n'avait aucun problème. Et c'était quelqu'un qui était estimé, apprécié, presque adulé par tous ses collègues de travail. Militant syndical, Bernard Laroche a dû patienter avant d'obtenir une promotion. Il a eu beaucoup de mal à devenir chef. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des faits divers. Et il l'a très mal vécu, que d'un côté, son cousin Jean-Marie Villemin ait été contremaître à l'âge de 23 ans et déjà un confort de vie incroyable, et que lui, marne pendant 6 ans pour enfin pouvoir accéder à ce statut. C'est l'opposé de Jean-Marie Villemin, parce que Bernard Laroche, il est communiste, encarté à la CGT. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. C'est un militant. Et on va dire qu'il a comme mobile sa haine de Jean-Marie Villemin, la jalousie qu'il a envers Jean-Marie Villemin. Donc on a un coupable tout trouvé. Encore faut-il étayer cette piste. Et, nouveau rebondissement, un deuxième indice renforce les enquêteurs dans leur conviction. L'étude minutieuse de la lettre du corbeau
dévoile un foulage. Autrement dit, elle porte l'empreinte d'une signature tracée auparavant sur la feuille supérieure du bloc de papier utilisé par son auteur. Pendant un petit moment, j'ai cherché sur tout le document. Denis Klein, gendarme graphologue. Et je me suis aperçu qu'il y avait donc effectivement un foulage qui était dans la partie inférieure du document, LB. Ce LB, effectivement, correspond, si vous voulez, à des initiales d'une des personnes qui est liée dans ce dossier. Laroche-Bernard ? C'est ça, Laroche-Bernard, oui. En effet, le suspect signe Laroche B, un indice qui semble l'accabler. Le 31 octobre 1984, Bernard Laroche est placé en garde à vue. L'interrogatoire commence et il tourne autour de son alibi. Après le travail, au moment du crime, Bernard assure être chez sa tante, Louisette Jacob, devant la télévision. Il a même un témoin. Sa belle-sœur, Muriel Boll, âgée de 15 ans, était avec lui. Les gendarmes interrogent alors la jeune fille et un détail de sa déposition attire l'attention du chef d'enquête. On entend Muriel, on lui demande de s'expliquer sur les faits et là on se rend compte tout de suite qu'il y a une contradiction. Étienne Sesma, ancien chef d'enquête de l'affaire Grégory. C'est-à-dire que Bernard Laroche dit que quand il est arrivé chez la tante Louisette, Muriel était là et regardait la télé et elle nous dit l'inverse. Elle nous dit que quand elle est arrivée, après être descendue du car de transport scolaire, eh bien Bernard Laroche était là. C'est quand même une contradiction qui est très, très importante. Enquête sur l'emploi du temps de Muriel le jour du meurtre. Affirmative qu'elle n'était pas dans le car ce jour-là. Et on entend également de ses camarades de collège qu'elles l'ont vue monter dans une voiture de couleur verte correspondant tout à fait à celle de Bernard Laroche. Donc on se rend compte qu'elle ment. Et c'est à ce moment-là qu'elle craque et qu'elle avoue qu'elle était avec Bernard Laroche, en fait, et qu'elle a participé directement, mais involontairement ou volontairement, donc à l'enlèvement de Grégory. Compte au capitaine Étienne Sesma, minute par minute, le déroulement de l'enlèvement. Bernard est venu me chercher et je suis montée dans la voiture, il y avait le petit Sébastien. On est parti dans un village donc, qui correspondrait à l'Épanche-sur-Vologne. Et là, mon beau-frère s'est arrêté, il est descendu. Et quand il est revenu avec un petit garçon qui avait un bonnet sur la tête, que je n'ai pas reconnu, et qu'il a installé à l'arrière avec ses barrets. Il y avait des travaux à côté de la poste de l'Épanche-sur-Vologne. Il s'est arrêté à nouveau, ce qui pourrait correspondre à l'envoi de la lettre de revendication du crime, alors même que Grégory est encore vivant. Et ensuite, on est allé dans un village que je ne connaissais pas. Il y avait une place. Mon beau-frère Bernard s'est arrêté et il est sorti. Textuellement, je me souviens, je lui ai dit Muriel, il ne faut pas dire ça pour nous faire plaisir, est-ce que c'est bien la vérité? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit oui, c'est... Les gendarmes présentent Muriel Boll au juge d'instruction, Jean-Michel Lambert. Il terre toutes ses déclarations, raconte tout. Le juge Lambert lui demande, mais est-ce que les gendarmes t'ont maltraité? Ou ils t'ont forcé la main pour les réponses? Est-ce que ça c'est juste? Elle répète tout. Le juge d'instruction, le jour même, il inculpe Bernard Laroche pour enlèvement et assassinat. Lundi après-midi, Bernard Laroche est interpellé sur son lieu de travail. C'est cette incroyable vidéo qu'on voit encore aujourd'hui. Là, son bleu de travail. Et il est emmené par les gendarmes. Il va être mis en examen et il est placé en détention. On a le sentiment... 15 jours après l'assassinat du petit Grégory, l'affaire semble donc résolue. Mais c'est sans compter sur un acteur clé de cette histoire. Le juge Jean-Michel Lambert, 32 ans. Un homme que chacun reconnaît comme intelligent et très cultivé. Jean-Michel Lambert était un magistrat sérieux. Gérard Velzer, avocat de Bernard Laroche. Et intellectuellement très honnête. Il rêvait d'être écrivain, d'être journaliste, tout sauf juge finalement. Il est particulier, le juge Lambert, parce qu'il est inexpérimenté et parce qu'il est jeune.
Attiré par la lumière des médias, Jean-Michel Lambert donne une conférence de presse pour annoncer l'arrestation de Bernard Laroche. Et il va livrer aux journalistes l'identité de son témoin clé. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Ah ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Le juge Lambert ne va pas protéger sa témoin numéro 1, qui est quand même une gamine de 15 ans. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des faits divers. Qui vient quand même de dénoncer son beau-frère, le mari de sa sœur Marie-Ange. Le magistrat ne protège pas, ne prend aucune mesure pour l'isoler de sa famille et la mettre au vert. Cette révélation à la presse va bouleverser toute l'enquête. Le lendemain, mardi 6 novembre 1984, Muriel Boll, cette gamine de 15 ans sur qui repose toute l'accusation, se présente au juge d'instruction, puis provoque à son tour une conférence de presse. Elle affirme cette fois avoir menti au juge. J'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Elle était corsetée, chaperonnée, encadrée, contrôlée. Thierry Moser, avocat du couple Villemain. Et elle était en liberté surveillée. Cette image, elle est dévastatrice parce que on a Muriel Boll avec ses taches de rousseur, ses joues bien rondes, sa sœur derrière, Marie-Ange. Que s'est-il passé dans cette fameuse nuit du lundi au mardi? Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis? Est-ce qu'elle a décidé de dire la vérité? Est-ce qu'on l'a obligée à changer son témoignage? Toutes ces questions-là sur cette fameuse nuit sont au cœur de l'enquête sur l'affaire Grégory et au cœur du mystère. Le seul témoignage qui accablait Bernard Laroche vole en éclats. Laissez-moi, bordel! Laissez-la, les enfants du courage! Et l'accusation va encore s'affaiblir avec l'entrée dans le dossier d'un nouvel acteur, maître Gérard Welzer, un des plus grands pénalistes de la région, assure la défense de Bernard Laroche. Il se souvient de sa première rencontre à la prison de Nancy. Bernard Laroche me dit « Bon, vous me sortez quand, là ?» Et je me disais « Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. » La personne que j'avais en face de moi n'était pas la personne décrite dans les journaux. Maître Welzer décide d'éplucher l'instruction du juge et il découvre des erreurs qui concernent des pièces clés, les expertises graphologiques désignant Bernard Laroche. Le juge Jean-Michel Lambert a oublié de les contresigner. L'avocat demande leur invalidation. Et l'avocat de Bernard Laroche, qui est un procédurier pointu, va tout de suite remarquer cette erreur de procédure et faire casser les expertises. À cause de cette erreur grotesque. Étienne Sesma, ancien chef d'enquête de l'affaire Grégory. Toute une partie essentielle de notre dossier a disparu. Désormais, le dossier est vide et les gendarmes se retrouvent à leur point de départ. Ils reprochent au juge son incompétence. Jean-Michel Lambert, lui, les soupçonne d'avoir fabriqué le témoignage de Muriel Boll. Le juge d'instruction donne du crédit aux accusations qui sont portées contre nous. Concernant Muriel, comme quoi on l'aurait bousculé, qu'on aurait suborné donc ce témoin, ce qui est quelque chose d'assez odieux à imaginer. Il en arrive même à déclarer à ce moment-là, les gendarmes ont trahi. Donc on sent qu'il y a un revirement là de sa position. Les charges s'effondrent. Dans son bras de fer avec le juge Lambert, l'avocat Gérard Welzer a gagné une première manche. Le 4 février 1985, après 3 mois de prison, Bernard Laroche est remis en liberté.
Et il est décidé qu'il y ait un reportage télévisé pour montrer l'innocent Bernard Laroche. Je savais que j'étais innocent, je veux pas. C'est ça. Par moments, je me demandais, bon, je lisais un article sur le journal, je me demandais si on parlait vraiment de moi ou je voyais Laroche Bernard, mais je me sentais pas tellement visé. Et vous n'avez pas d'idée d'interprétation de cette affaire? Non. J'ai une petite idée comme tout le monde, mais enfin. Faut essayer de faire la justice. Sur les conseils de son avocat, Bernard Laroche s'affiche. Il se fait filmer chez lui ou à l'usine en bleu de travail. Un affront pour les parents du petit Grégory. Ils avaient le sentiment... Marie-Christine Chastan-Morand, avocate du couple Villemain. Que la justice, qu'ils étaient abandonnés par la justice, trahis par la justice. Ce n'est pourtant que le début du calvaire. Le juge Lambert dessaisit les gendarmes au profit de la police judiciaire, car il a maintenant un autre coupable en ligne de mire, Christine, la mère du petit Grégory. Jean-Michel Lambert parvient à cette déduction à cause de 3 témoignages, 3 collègues de Christine Villemain qui affirment l'avoir vue à la poste le jour du meurtre. Cette poste, c'est là qu'a été postée la lettre de revendication du Corbeau. Elle a été postée le 16 octobre, à peu près à cette heure-ci, avant 17h15 en tout cas, à l'heure où les 3 filles de la poste disent « on a vu Christine Villemain poster une lettre ». Ça fait d'elle, possiblement, celle qui a écrit cette lettre et celle qui l'a postée. Il apparaîtra plus tard que c'est la veille du crime qu'elle a posté une commande de vêtements à Verbaudet pour son enfant. Mais voilà, le juge Lambert prend tous ces éléments, les accumule et tout. À partir de là, l'enquête, elle est clairement à charge contre Christine. On va chercher des témoignages, je pense qu'on va essayer de construire la culpabilité de Christine Villemain. La nouvelle hypothèse du juge fuite rapidement auprès des journalistes. Elle va déclencher une véritable folie médiatique. Durant des semaines, les unes des quotidiens enchaînent les révélations parfois douteuses. Il s'écrit que le petit Grégory se serait accidentellement noyé dans son bain, faute de surveillance de sa mère. Christine aurait alors maquillé l'accident en crime. On va dire que Christine Villemain pourrait être à l'origine de la mort de son fils, mais ce serait involontaire. Que son fils se serait noyé dans la baignoire de leur maison, alors que Christine faisait autre chose. Et que, voyant son enfant mort, pour éviter les foudres de son mari Jean-Marie, elle aurait maquillé cet accident en crime, donc elle aurait rhabillé son enfant, elle l'aurait mis dans sa voiture, elle l'aurait lié, et elle serait allée le jeter dans la Vologne. 6 mois après la mort de Grégory, Christine est passée du statut de victime à celui de bourreau. Jean-Marie Villemain et Christine sont convoqués à la PJ de Nancy. Ils sont cuisinés, j'emploie un mot, je crois, assez expressif, pendant des heures et des heures et des heures. Thierry Moser, avocat du couple Villemain. Et à ce moment-là, la conviction du SRPJ est faite, à savoir que c'est Christine Villemain, maman de l'enfant Grégory, eh bien, elle est bigrement suspecte. On les interroge sur leurs pratiques sexuelles. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des faits divers. Est-ce que madame avait des amants? Est-ce que madame avait des liaisons? Est-ce qu'ils sont échangistes? Est-ce qu'ils ont fait des partouzes? Et durant cette audition, Christine Villemain va commettre une petite erreur qui va lui coûter très cher. Et puis les questions continuent, après sur son emploi du temps, donc le soir du crime. Mais comment, madame, vous étiez en train de repasser au fond de votre maison, vous écoutiez une émission, alors l'émission Les Grosses Têtes. Alors racontez-nous de quoi parlait l'émission. Elle se souvient plus vraiment du thème, et les publicités qui sont passées, et là elle se trompe, et elle dit il y a eu une publicité sur la vache Grosjean, voilà, qui finalement n'est pas passée. Donc il y a beaucoup de suspicions, et à un moment donné, le commissaire Corazzi la pousse à bout, et lui dit mais madame, l'avez-vous fait de tuer son enfant? Et là, elle pète les plombs, elle les insulte,
Et elle se met à pleurer. Et le commissaire Corazzi écrira elle en était vulgaire, elle en devenait vulgaire. Ce n'est pas l'attitude que l'on attendait d'une mère éplorée. Christine mise en cause, Bernard Laroche triomphant et libre, Jean-Marie rumine. Et telle une grenade prête à exploser, il va commettre l'irréparable. C'est un garçon qui, à ce moment-là, est perdu, n'a plus de repères. On lui a tué son fils qu'il adorait. Marie-Christine Chastan-Morand, avocate du couple Villemain. Il ne travaille plus. Il a quitté sa maison. C'était devenu la maison. C'est la maison qui avait été la maison de l'amour, du bonheur, etc. Il l'avait quittée. La presse déchaînée. La justice l'abandonnait. C'est un garçon qui était perdu. C'est à ce moment-là qu'il prend cette décision de faire justice lui-même. Marie-Ange Laroche avait accepté de raconter ce jour funeste où son mari Bernard est tué devant ses yeux. Ce jour-là, je suis allé chercher Bernard donc à son travail à 13h et en chemin, j'avais appris qu'on allait avoir un autre bébé. Marie-Ange Laroche, veuve de Bernard Laroche. Quand on est arrivé devant la maison, Bernard était descendu le premier. Et moi, je descendais de la voiture quand j'ai entendu quelqu'un sauter, quoi. Un talus. Je suis retourné, c'était Villemain avec le fusil. Et donc, Bernard était à l'entrée de porte du sous-sol. Moi, j'étais devant lui. Et bon, il y a eu un petit dialogue. Villemain lui a dit, c'est ta faute s'ils sont tous sur Christine. Bernard a répondu, je te comprends, Jean-Marie, mais je te jure, c'est pas moi qui a tué ton gosse. Je te comprends, mais c'est pas moi. Et pourquoi que Muriel a dit ça, voilà le dialogue, quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un mouvement et c'est là que Villemain a tiré. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort, je pensais pas qu'il allait mourir, quoi. Je veux dire, on voyait rien, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Quand il a tué Bernard Laroche, on a cherché à m'en attribuer la responsabilité. Des gens malveillants ont dit que j'étais le... Étienne Sesma, ancien chef d'enquête de l'affaire Grégory. Je pouvais être le directeur de conscience de Jean-Marie Villemain, comme si c'était moi qui l'avais poussé à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ridicule, c'est odieux, mais enfin, ça a été dit. En fait, moi, c'est l'inverse. Moi, je regrette justement de ne pas avoir eu assez de contact, d'écoute avec lui pour mesurer à quel point ce jeune homme était livré à lui-même. Jean-Marie est incarcéré. Il sera plus tard condamné pour ce crime à 5 ans de prison, dont un avec sursis. Mais l'affaire est loin de s'apaiser. Un nouveau rebondissement surgit et accable encore les Villemain. Une énième expertise graphologique désigne cette fois Christine comme auteure de la lettre de revendication du corbeau. 4 mois plus tard, le 5 juillet 1985, le juge Lambert la convoque pour la mettre en examen. Son avocat se souvient encore de ce jour et dresse un portrait peu flatteur du juge lors de cette audition décisive. Le juge Lambert, lui, il regarde ses chaussures, il ne lève pas les yeux, il n'a pas le courage de regarder cette malheureuse femme dans les yeux. Et alors il a ces propos absolument surréalistes. Il lui dit « Je me lance, je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je vous inculpe d'assassinat sur Grégory. » Et on a ces deux parents qui sont quand même les victimes. Dominique Rizet. Quelqu'un qu'il soupçonnait être l'assassin de son fils, et la mère parce qu'elle est... Ce qui leur a permis de tenir, d'ailleurs, c'était cet amour. C'était « Comment va Jean-Marie ?» Et on arrivait à Nancy, c'était « Comment va Christine ?» C'est poupée à l'eau, elle est bizarre, elle est manipulatrice, elle est tout ce qu'on veut. Au départ, il la pense coupable lui aussi, puis il l'a entendu 180 heures.
C'est un truc de dingue. Et donc, il refait toute l'instruction. Et très rapidement, il en arrive à la conclusion que Christine Villemain n'est pas l'auteur de l'assassinat de son fils. Là, il n'y a pas de place pour le doute. Thierry Moser, avocat du couple Villemain. Cette femme, elle est innocente comme vous et moi. 6 ans plus tard, en 1993, Christine Villemain est définitivement innocentée par la justice. Le couple se reconstruit en région parisienne où ils essaient de protéger leurs 3 enfants du tumulte judiciaire et médiatique. Mais ils n'abandonnent pas. Ils demandent de nouvelles expertises ADN sur le timbre de la lettre du corbeau, puis sur la cordelette enserrant l'enfant. En vain. La peine est toujours présente dans leur cœur, comme la douleur d'imaginer que la vérité sur la mort de leur premier enfant reste à jamais inconnue. Mais tout rebondit en 2017. C'est l'un des mystères criminels qui a suscité le plus de passion ces 40 dernières années, le meurtre inexpliqué d'un enfant de 4 ans, Grégory Villemain. Les progrès de la science et la ténacité des enquêteurs ont peut-être seulement, permis de s'approcher enfin de la vérité. 17 juin 2017, incroyable rebondissement. 32 ans après l'assassinat, les véritables meurtriers du petit Grégory seraient enfin identifiés. Il s'agirait de Marcel et Jacqueline Jacob, aujourd'hui 73 et 72 ans. Un couple apparemment sans histoire, retraité des usines de filature de la Vologne. Marcel est le frère de Monique Villemain, la grand-mère du petit Grégory. Il a été un fervent représentant syndical. Comme Bernard Laroche, il a passé sa vie à la CGT pour défendre ses collègues. Marcel Jacob est un homme... Allez, je vais vous le qualifier en un mot, brave. Stéphane Djihourana, avocat de Marcel Jacob. Qui a, comme à l'époque, travaillé durement, qui est rentré à l'usine très tôt, qui était délégué syndical, qui s'est investi pour les autres. C'est un homme sans histoire, sans problème, qui est aujourd'hui retraité. Marcel Jacob, finalement, c'est l'oncle de Bernard Laroche, mais qui a été élevé avec lui. Ils habitent l'un à côté de l'autre, ils sont extrêmement liés. Marcel Jacob entre dans l'œil du cyclone par la puissance de calcul d'un logiciel, Anacrime. Anacrime, un programme d'étude des affaires criminelles, à la capacité de mémoire bien supérieure à celui d'un humain. Alibi, analyse génétique, témoignages, tout est recoupé et vérifié. Tout commence quand le logiciel remarque une phrase écrite par le corbeau sur un de ses courriers adressés à Albert Villemain, le grand-père de Grégory. « Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe ». Cette phrase, elle est très importante parce que un des frères Villemain a dit lors de l'instruction que il y avait une haine, enfin une animosité très forte entre son père Albert Villemain et Marcel Jacob, et qu'un jour dans la cour de l'usine, son père, donc Albert Villemain, a lancé à Marcel Jacob j'irai cracher sur ta tombe. Cette insulte n'est pas courante. Elle attire donc l'attention des enquêteurs sur Marcel Jacob. Anacrime, en mettant bout à bout toutes les phrases tenues par les uns et les autres, tous les incidents, les disputes, les injures, s'aperçoit que depuis des lustres, les Jacob vouent une haine inconsidérée à Albert Villemain. Il y a beaucoup de points communs entre Marcel Jacob et le corbeau. Comme lui, il habite sur les hauteurs d'Aumonzé, il a vu sur la maison d'Albert Villemain, le grand-père du petit Grégory, et tout comme le corbeau, la réussite sociale de Jean-Marie Villemain déplaît fortement à Marcel Jacob. À Noël 82, il y a un repas de famille qui a mal tourné. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des faits divers.
Dans un premier temps, Marcel Jacob s'est plaint en fait d'un frère Villemin qu'il avait doublé sur la route, qui lui avait fait une queue de poisson. L'affaire s'envenime. Jean-Marie Villemin s'en mêle et essaye d'apaiser les esprits et d'arrêter cette dispute. Et à ce moment-là, Marcel Jacob lui envoie dans la figure je ne serre pas la main à un chef. Tu n'es qu'un rampant qui n'a pas de poils sur la poitrine. Genre, tu t'aplatis devant la direction. Nous, on est des ouvriers cégétistes et toi, tu es le traître qui gagne du fric et qui l'étale en plus. Munis de ces éléments, les gendarmes échafaudent un nouveau scénario pour l'assassinat du petit Grégory. Bernard Laroche enlève Grégory. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Donc ça confirme ce que disait Muriel Boll, sa belle-sœur. Il s'arrête au bord de la rivière, ça confirme toujours ce que dit Muriel Boll. Et là, il remet l'enfant à quelqu'un et il revient vers sa voiture et il repart. Et une autre personne le prenant en compte l'enfant. Étienne Sesma, ancien chef d'enquête de l'affaire Grégory. Et à ce moment-là, participant à la phase de sa mort et de sa mise à l'eau. Pour établir la présence du couple Jacob près de l'Épanche-sur-Vologne au moment de l'enlèvement du petit Grégory, le logiciel Anacrim repère dans la procédure un témoignage visuel troublant. Un voisin affirme à l'époque avoir aperçu 2 silhouettes près de chez les Villemin, paraissant observer leur maison. Anacrim fait apparaître en fait un couple qui, le jour du crime, se trouve sur la commune de Décimont, proche de l'Épanche-sur-Vologne, sur une route assez haute, avec quelque chose, un objet en sautoir, qui peut être un appareil photo ou des jumelles, et qui regarde en face. En face, il y a 3 maisons, dont la maison de Christine et Jean-Marie Villemin. Donc, l'accusation là en déduit que ce couple qui réapparaît plus tard, entre la commune de Décimont et de Docelles, en train d'observer, en train d'attendre, pourrait être le couple Marcel Jacob et Jacqueline Thuriot, en train de repérer, d'attendre, peut-être qu'on leur livre l'enfant. Convaincus de tenir les véritables assassins du petit Grégory, les gendarmes placent le 14 juin 2017 les époux Jacob en garde à vue. Seulement voilà, les interrogatoires ne se passent pas comme ils l'espèrent. Les gendarmes ont beau les accabler de questions, le couple nie toute implication. Quand je suis contacté pour assurer la défense de Marcel Jacob, Stéphane Djiourana, avocat de Marcel Jacob. Je me dis immédiatement qu'enfin la science a parlé, qu'on a une preuve ADN, qu'on a une preuve scientifique. Et puis j'arrive et je lis le dossier vide, le néant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a acheté en pâture le nom de 2 personnes, 72, 73 ans, sur la base de quoi? D'un fantasme gendarmesque. Les enquêteurs abattent une nouvelle carte maîtresse, une expertise graphologique qui désigne cette fois Jacqueline Jacob comme l'auteur de 2 des lettres du corbeau. La lettre la plus importante, c'est évidemment la lettre de revendication. 8 experts près la Cour de cassation l'ont attribuée à Christine Villemin. 8, pas 1, 8. Tout ça a été balayé par la justice d'un revers de manche en disant que les expertises en écriture n'étaient pas fiables et qu'il ne fallait pas en tenir compte. Moi, je veux bien. Sauf qu'aujourd'hui, on vient, sur la base de même expertise en écriture, attribuer potentiellement 2 lettres à Jacqueline Jacob. On vient nous dire que ça en fait un indice grave et concordant. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Pour prouver leur culpabilité, les enquêteurs doivent démontrer que Grégory a bien été remis au Jacob par celui qu'Anacrim désigne comme le kidnappeur présumé, Bernard Laroche. Il faut donc faire parler le mort. Pour cela, les enquêteurs abattent leur dernière carte, le seul témoin susceptible de confirmer que Bernard Laroche a bien enlevé Grégory. Muriel Boll. La jeune fille apeurée est aujourd'hui une femme de 48 ans.
Les gendarmes la placent en garde à vue le 28 juin 2017 et la confrontent à un témoignage longtemps resté inédit. Un couple illégitime, Marcel Clodon et Claude Collin, disent l'avoir vu avec Bernard Laroche le jour de l'enlèvement. Ils n'ont pas voulu raconter tout ça, d'une part parce que ça révélait une liaison entre Collin et Madame Clodon, et deuxièmement parce que quand même Madame Clodon dit avoir reçu des menaces d'incendie de sa ferme, on ne sait pas de qui, juste après. Il faudra attendre des années avant que ce couple raconte sa vérité. Nous sommes le 16 octobre 1984 à l'Épanche-sur-Vologne. Il est 17h. Marcel Clodon, agricultrice, voisine de la famille Villemain, est en compagnie de son amant Claude Collin. Sur la route, près de la maison des Villemain, il voit passer une Peugeot verte avec à son bord un homme moustachu. Sur le siège passager, une petite rousse. Bernard Laroche et Muriel Boll. Là, Marcel Clodon a formellement reconnu Bernard Laroche, avec ses longs favoris et sa moustache, et la passagère, une jeune femme rousse, qu'elle identifie comme étant Muriel Boll. C'est un élément majeur. Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que ça veut dire que la voiture verte de Bernard Laroche en compagnie de Muriel Boll se trouve aux abords de la maison des Villemain, probablement avec le petit Grégory en redescendant de l'enlèvement. Mais malgré ce témoignage, Muriel Boll maintient sa version des faits. Muriel Boll n'en est jamais démordue. Elle est restée depuis 32 ans sur cette rétractation. Mon beau-frère est innocent, j'ai pris le quart ce soir-là. Elle redit qu'elle a pris le quart ce soir-là alors que tout démontre le contraire. Et j'ai raconté des bêtises et je m'en veux, etc. Et on en est toujours là aujourd'hui en 2017. Alors, pour la faire craquer, les enquêteurs vont tenter une autre stratégie. Ils sont persuadés que le 6 novembre 2004, jour de sa rétractation, Muriel Boll a fait un faux témoignage sous la pression de sa famille. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Pour le prouver, ils disposent maintenant d'un nouvel atout de taille, un témoin direct de la soirée où tout a basculé. Il s'agit d'un cousin de Muriel Boll. Celui-ci affirme avoir été présent chez les parents de l'adolescente et il se souvient très bien que Muriel avait reçu une véritable correction. Et ce témoin dit « Je suis un cousin germain ». Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Et j'étais là cette nuit-là et j'ai tout vu, elle a pris une sacrée raclée. Elle a été frappée. Elle a été frappée parce qu'on voulait la faire changer d'avis, lui faire changer son témoignage. Voilà pourquoi elle a changé son témoignage, parce qu'elle a été battue. J'étais là, j'ai tout vu. J'ai dit la vérité aux gendarmes, j'ai dit la vérité aux juges. Cousin de Muriel Boll. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis 33 ans. Je l'ai fait pour moi, ma conscience à moi et pour ce gamin. Voilà, parce que même 33 ans après, on a l'impression que les gens, ils ont oublié ce gamin qui est décédé. Une fois de plus, face aux enquêteurs, Muriel Boll nie en bloc et prétend même ne pas connaître ce cousin. Elle est pourtant mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Mais le 16 mai 2018, nouveau coup de théâtre. La chambre d'instruction de Dijon annule les mises en examen des époux Jacob et de Muriel Boll en raison d'un vice de procédure. Retour à la case départ pour les enquêteurs. Aujourd'hui, cette énigme judiciaire est toujours non résolue, mais elle s'éloigne de plus en plus de la thèse du juge Jean-Michel Lambert, qui, lui, accusait Christine Villemain. Le 11 juillet 2017, le juge a pris une dernière fois la plume pour affirmer que Bernard Laroche était innocent. Et puis il a mis fin à ses jours, laissant derrière lui une épouse et une fille éplorées. Il n'en pouvait plus qu'on revienne sur cette affaire. Il savait qu'on allait revenir le chercher parce que, de toute évidence, les enquêteurs allaient revenir lui poser des questions.
Est-ce que, Muriel Boll, vous en êtes bien sûr, monsieur le juge, n'avait pas des traces de coups le lendemain quand elle s'est rétractée? Est-ce que vous avez vérifié ça? Il savait qu'il allait être remis en cause. Je pense qu'il ne le supportait plus, tout simplement. C'est quand même terrible d'en arriver à cette extrémité. Étienne Sesma, ancien chef d'enquête de l'affaire Grégory. Sur le plan humain, j'ai aucun ressentiment à l'égard de Jean-Michel Lambert, qui était plutôt un homme qui avait un abord avenant, sympathique, ouvert, de façon parfois même un peu décalée, un peu excessive. Restent les parents du petit Grégory. Christine et Jean-Marie Villemain ne tourneront jamais la page. Ils espèrent que la vérité finira par éclater. Vous savez, Jean-Marie et Christine... Couple Villemain. Ils sont presque sexagénaires maintenant. Ils ont acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Ils ont toute confiance dans la justice et ils s'en remettent à la justice. Ne veulent qu'une chose, élucider cette terrible affaire et refermer enfin ce dossier sombre de notre histoire judiciaire.